c'est l'histoire d'un mec qui s'est littéralement foutu une webcam sur la tête. Juste pour voir ce que ça ferait. Pas pour devenir célèbre, pas pour buzzer, juste pour tester un truc. Ce mec, c'est Justin Kan. Et ce qu'il a lancé en 2007, c'est le tout début de ce qu'on appelle aujourd'hui Twitch. 15 ans plus tard, Twitch, c'est plus de 240 millions d'utilisateurs. Racheté 970 millions de dollars par Amazon. Et pourtant, cette success story commence avec une webcam. Un sac à dos, des pizzas livrées et beaucoup de trolls. Mais comment un simple délire de start-upper est devenu la plateforme qui a redéfini le divertissement en live? Quel est son vrai business model? Et surtout, pourquoi Twitch a failli tout perdre plusieurs fois? Cette histoire, c'est une masterclass pour tous ceux qui veulent créer un projet de zéro. Twitch, c'est le reflet de l'Internet aujourd'hui. Et comprendre comment c'est né, c'est comprendre où est-ce qu'on va. Hello à tous, c'est Tristan. Et aujourd'hui, on plonge dans l'histoire improbable, bordélique et fascinante de Twitch.tv. Avant que Twitch existe, il y avait un autre nom. Un nom un peu prétentieux d'ailleurs, Justin.tv. Justin Kan, c'est un mec diplômé d'Yale. Un peu geek, un peu start-upper, mais surtout curieux de ce qu'on peut faire avec la technologie. Avec ses potes Emmett, Michael et Kyle, il décide de tester une idée. Et si on streamait la vie d'un mec H24? Pas juste une réunion Zoom ou une partie de jeux vidéo. Non, toute sa vie, en direct et tout le temps. Pour ça, il bricole un truc de malade. Justin se trimballe avec une webcam sur la tête, un ordinateur portable dans un sac à dos qui chauffe à mort, une batterie énorme et un modem 3G pour envoyer le flux en live. On est en 2007, les mecs. YouTube vient juste de se lancer. Pour streamer en live 24h/24, ils codent leur propre plateforme de A à Z. Serveur maison, chat en direct, player vidéo embarqué. À l'époque, ça n'existe pas. Ils inventent absolument tout. Le MVP, il le build dans quelques semaines. Et pendant des semaines, Justin filme tout. Il dort, il mange, il bosse, il fait la fête, il parle à ses potes, il drague, tout est en live. Un jour, quelqu'un commande 12 pizzas à son appart en direct. Un autre simule un crime pour envoyer la police. Et un soir, un commando du SWAT débarque. Arme à la main, c'est le tout premier swatting de l'histoire du web. No. Et c'est pas juste flippant, c'est dangereux. À ce moment-là, Justin réalise que streamer sa vie, c'est pas anodin. Il est observé, traqué, trollé, et en même temps, il a ouvert une porte, une idée. Un truc beaucoup plus grand que lui. À ce moment-là, le projet aurait pu s'arrêter. Mais les gars ont compris un truc. Les gens n'étaient pas fans de Justin, mais ils étaient fans de l'idée de pouvoir streamer leur propre vie. On est toujours en 2007 et Justin se rend compte qu'il n'est pas fait pour être une télé humaine H24. Mais il comprend surtout un truc essentiel. Ce n'est pas lui que les gens veulent regarder, c'est eux-mêmes. Le vrai potentiel, c'est de donner à n'importe qui le pouvoir de streamer. Alors, les 4 fondateurs adoptent la plateforme pour permettre à tout le monde de créer sa propre chaîne. Justin TV devient un espèce de YouTube, mais en direct. Très vite, des dizaines, puis des centaines d'utilisateurs débarquent. Il y a de tout. Des talk shows bizarres, des mecs qui jouent de la guitare en caleçon, des ados qui racontent leur vie, des meufs en bikini qui dansent devant leur webcam. Il y a même une chaîne de mecs qui installent une caméra dans leur salon et laissent tourner en boucle. Leur seule règle, boire à chaque fois que quelqu'un écrit drink dans le chat. Ils n'ont pas tenu pendant 48 heures. Mais qui dit liberté, dit abus. Certains utilisateurs commencent à streamer des événements sportifs en direct. NFL, NBA, UFC, football. D'autres passent des films, des séries entières. Justin TV devient très vite un repère de pirates du web. Les ayants droit commencent à s'énerver. Des lettres d'avocats tombent, DMCA, menaces de procès. Et côté serveur, c'est un enfer. Le trafic explose. La bande passante coûte une fortune. Chaque week-end de match, c'est la panique totale côté infra. En 2008, une chaîne attire l'attention. Un jeune homme discute avec ses viewers puis annonce qu'il va mettre fin à ses jours. Et il le fait, en live. La vidéo tourne, les captures se diffusent, et Justin TV se retrouve au cœur d'un drame humain et d'une bombe médiatique. À cette époque, la plateforme n'a aucun système de modération. Aucun délai de diffusion, aucun bouton report, tout est brut, tout est en temps réel. Ce moment est un choc pour l'équipe, pour les utilisateurs, pour les fondateurs. Et là, ça va être un vrai tournant. Ce qu'ils apprennent à ce moment-là, c'est qu'une techno, aussi puissante soit-elle, elle doit être cadrée. Un outil neutre, oui, mais pas une zone de non-droit. Malgré les galères, Justin TV continue d'attirer du monde. Mais une catégorie émerge au-dessus de toutes les autres, le gaming. Des joueurs se filment pendant qu'ils jouent à StarCraft 2, certains commentent leurs parties, d'autres font des let's play, et le public accroche de ouf. Les streams de gaming sont plus longs, plus réguliers, plus communautaires. L'équipe commence donc à analyser les données. Les chaînes gaming ont plus d'engagement. Les viewers restent plus longtemps. Le chat explose. Les gens reviennent tous les jours. Ils se disent « Ok, c'est peut-être ça notre produit ». Pas un site de stream généraliste, mais une plateforme 100% dédiée aux jeux vidéo en direct. Alors en 2011, ils prennent une décision ultra risquée. Lancer un spin-off. Un site à part, un nouveau nom, une nouvelle marque. Et ce nom, vous le connaissez tous, ce sera
Twitch TV. En gaming, le mot Twitch désigne Twitch Reflex. Ce sont ces réflexes ultra rapides que tu développes dans les FPS où chaque milliseconde compte. D'ailleurs, j'ai fait un livre là-dessus qui est encore disponible sur Amazon si vous voulez aller regarder. Ce nom, il dit tout. C'est pour les gamers, c'est live, c'est intense. Et là, c'est le feu. En quelques mois, Twitch attire les meilleurs streamers gaming. Les premières stars naissent. Des joueurs pros, des coachs, des casters e-sport. La communauté se crée. L'écosystème commence à respirer. Et surtout, les problèmes de droit disparaissent. Tu diffuses ta partie de LoL, Riot Games est content. Tu joues à WoW, Blizzard adore. C'est du contenu user-generate. C'est le pivot qui change tout. Il passe d'une plateforme chaotique et ingérable à un produit spécialisé, engageant, scalable et légal. Et ce pivot, c'est ce qui va leur ouvrir la porte du jackpot. 2012-2013, Twitch devient plus qu'un simple site. C'est en train de devenir un nouveau média. Les premiers gros streamers explosent, des mecs comme Submit1g, Soda Popin, Lyric, Regful, Day9, et puis les Français arrivent. Gotaga, Domingo, Zerator. Et pourquoi ça fonctionne? Parce que Twitch coche toutes les cases. Contenu en direct, interaction instantanée, communauté soudée, longue durée de visionnage, et surtout, c'est addictif. À ce moment-là, Twitch est en train de créer une nouvelle forme de spectacle. Pas un show scripté, un show vivant, humain et brut. En février 2014, un dev australien lance une expérience complètement loufoque. Un jeu Pokémon sur Game Boy contrôlé par le chat Twitch. Chaque message envoyé devient une commande. O, bas, A, B, start. Le chaos est total, mais ça marche. Des millions de messages. Une communauté qui invente sa propre religion autour d'un fossile et un jeu terminé en 16 jours. C'est un des premiers grands moments de culture collective sur Twitch. Pendant que Twitch explose, Justin TV devient de moins en moins pertinent. Le gaming a tout aspiré. En août 2014, les fondateurs annoncent officiellement la fin de Justin.tv. C'est le clap de fin pour la plateforme historique. Mais c'est aussi le début d'une nouvelle ère pour Twitch. Ce que tu dois retenir, c'est que parfois ton projet de départ est juste une rampe de lancement. Mais si tu écoutes bien ce que veulent tes users, tu peux pivoter vers un truc bien plus gros que ton idée initiale. Justin TV, c'était le test. Twitch, c'est le vrai produit. Et là, le business s'emballe. En 2014, Twitch atteint les 50 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Plus d'1 million de streamers, des dizaines de millions d'heures vues chaque jour. Et surtout, aux États-Unis, Twitch consomme plus de bandes passantes qu'HBO, Facebook ou Amazon. C'est le 4e site le plus lourd du pays. Google entre dans la danse. Ils veulent racheter Twitch pour l'intégrer à YouTube. Mais le deal capote à la dernière minute. Pourquoi? Les régulateurs antitrust sont frileux. Amazon, de son côté, y voit une opportunité. Pas juste une plateforme vidéo, un média live en pleine croissance. Ultra complémentaire à ses offres tech. En août 2014, Twitch est officiellement racheté pour 970 millions de dollars. Cash, c'est un move stratégique de malade. Amazon ne cherche pas à tout contrôler, non. Il laisse l'équipe en place et surtout, il les alimente avec AWS. Serveurs, scaling, bande passante, stockage, résilience, c'est ce qui va permettre à Twitch de tenir la charge dans les années qui suivent. Quelques mois après le rachat, Amazon lance Twitch Prime. Un abonnement Amazon Prime est égal à un sub gratuit par mois. Des looting games, des émotes exclusives, ça dope la monétisation et ça renforce l'écosystème Twitch fit Amazon. Le rachat d'un produit, c'est pas que le prix, c'est ce que l'acheteur peut en faire et comment il peut l'accélérer. Et là-dessus, Amazon a été très malin. Twitch, c'est plus seulement un site où des gamers streament leurs parties, c'est devenu un univers entier. Un langage, des codes, une vibe, une religion presque. Je sais pas si t'as déjà croisé des trucs comme PogChamp, Kappa, Lul, Quk, mais t'as peut-être jamais vraiment compris ce que ça voulait dire. Ces émotes, ce sont les émotions du live. Un PogChamp, c'est la hype. Un Moncasse, c'est l'angoisse. Un Kappa, c'est un troll ou de l'ironie. Et toutes ces émotes, elles ont été créées par la communauté. Parfois à partir de bugs, parfois de simples têtes de streamers qui deviennent de mèmes viraux. Twitch, c'est un internet dans l'internet. Si t'as jamais traîné sur un chat, t'es paumé. Mais une fois que t'as le code, t'es vraiment chez toi. Et cette culture, elle a un pouvoir immense. Elle crée un sentiment d'appartenance, une tribu, une loyauté extrême envers les streamers. Ce qui rend Twitch ultra résilient face à la concurrence. Le vrai génie de Twitch, le chat. C'est lui le cœur du produit. Il est en direct, sans filtre, sans pause. Il y a eu des événements entiers pilotés uniquement par le chat. Des jeux, des décisions collectives, des votes, des défis communautaires. T'as jamais vu ça sur YouTube Live. Et c'est pas un hasard. Twitch a tout misé sur l'interaction. Et c'est ça qui rend le truc vivant. Avec la montée du gaming, de nouvelles célébrités naissent. Mais pas comme à la télé. Sur Twitch, les stars streament 8 heures par jour. Ils partagent leur vie, leur quotidien, ils parlent à leur chat, comme à des potes. Certains explosent à l'international, comme Ninja avec son stream Fortnite feat Drake en 2018. Plus de 600 000 viewers en live, un record mondial. D'autres marquent Twitch à vie. Regful, streamer pionnier qui a tragiquement disparu. Zerator qui a organisé la Z-LAN plusieurs fois d'affilée. Amourante, reine des streams Hot Tub qui a redéfini les limites du format. Ou encore Ludwig qui a battu le record mondial d'abonnés en dormant.
Ouais, il a streamé son sommeil et ça a rapporté plus d'1 million de dollars en sub, les gars. 1 million. Bon, Twitch, c'est cool, mais comment ça tourne niveau business? C'est quoi le modèle? Qui gagne quoi? Je vais essayer de vous expliquer ça rapidement. Premièrement, il y a les pubs. Twitch vend des pubs pré-roll et mid-roll, un peu comme YouTube, mais ça reste secondaire par rapport au reste. Ensuite, il y a les abonnements, ce qu'on appelle aussi les subs. Un viewer peut s'abonner à une chaîne pour 3,99 à 24,99 euros par mois. Le streamer touche entre 50 et 70% selon son contrat. Ensuite, il y a les bits, la micro-monnaie de Twitch. Ce sont des micro-dons. Le viewer achète des bits et les offre pendant le stream. Twitch Prime. Chaque abonné à Amazon Prime a un sub gratuit par mois à offrir. C'est Amazon qui paye, c'est super incitatif. Pour les petits streamers, les subs représentent 90% des revenus. Mais il faut avoir au moins 50 viewers réguliers pour commencer à gagner un SMIC. Les gros streamers, eux, peuvent générer entre 20 000 et 300 000 euros par mois, parfois beaucoup plus. Mais attention, c'est très inégal. 80% des revenus vont à 1% des streamers. La grande majorité y galère. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous lancer sur Twitch, mais c'est très compliqué. En octobre 2021, Twitch subit un leak massif. 125 gigas de données internes se retrouvent sur 4chan. Code source complet, outils internes, projets en développement et la liste des revenus exacts des streamers entre 2019 et 2021. XQC, 8 millions de dollars. Nick Merck, 5 millions de dollars. Asanabi, 2,8 millions de dollars. Mister MV, 300 000 euros. Tout est là, brut, et ça crée un séisme. Certains streamers sont choqués, d'autres s'en vantent, mais ce que ça révèle vraiment, c'est que Twitch n'est pas aussi rentable qu'on pourrait le croire. C'est une énorme machine, très coûteuse, qui brûle beaucoup de cash. Le vrai business model de Twitch, c'est pas forcément la pub, c'est la fidélité communautaire. Un viewer fidèle qui sub tous les mois, qui raid, qui clip, qui spamme le chat, vaut 1000 fois plus qu'un visiteur aléatoire sur YouTube. Twitch a tout pour lui. Des créateurs de génie, une tech solide, une culture ultra engagée, mais au fil des années, un truc commence à clocher. La plateforme devient énorme, et comme souvent, plus ça grossit, plus c'est instable. Premier problème, la modération. Twitch a toujours voulu garder une vibe libre, mais quand tu as des millions d'utilisateurs, tu peux plus tout laisser passer. Les problèmes arrivent par vagues. Racisme dans le chat, sexisme, harcèlement de streamers femmes et minorités, faux ban, vrai ban, pas de transparence. Certains se font ban pour une musique copyright de 8 secondes. D'autres streament des contenus borderline pendant des mois sans réaction. Le système, il est inégal, opaque et parfois injuste. Les streamers commencent à râler et la tension monte avec Twitch. En 2020-2021, Twitch est bombardé de milliers de demandes d'IMCA parce que les streamers utilisent de la musique copyrightée en fond pendant leur stream. Résultat, des clips supprimés, des comptes bannis, des archives effacées, des strikes sans préavis. Ça fait beaucoup là, non? Twitch tente de réagir, mais c'est trop tard. Et surtout, la plateforme n'offre aucune bibliothèque audio libre à ce moment-là. C'est YouTube version 2013 mais puissance 10. Les créateurs, ils en peuvent plus. Les streamers deviennent des machines. Certains streament 10, 12, 14, 16 heures par jour, tous les jours pendant des mois. Parce qu'ils ont peur que l'algo les oublie, que les subs partent ou que le chat se lasse. XQC, l'un des plus gros streamers du monde, admet en live qu'il a peur de sortir de chez lui, qu'il mange mal, dort mal et stresse à l'idée de faire une pause. Derrière les LOL, les pokchants et les overlays flashy, c'est une vraie pression psychologique. Parce que Twitch, si tu l'arrêtes, tout peut s'écrouler. La politique de bannissement de Twitch est l'une des plus floues du web. Personne ne sait qui est banni, pourquoi et combien de temps. Pour la petite histoire, un streamer s'est déjà fait ban pour avoir cliqué par erreur sur une pub suggestive ou une streameuse est bannie pour un nip slip de 0,2 secondes, malgré un délai de 10 minutes. Certains streamers reviennent après quelques jours, d'autres n'en reviennent jamais. Pas de communication, pas de règles claires, c'est la merde. On est en 2023. Une nouvelle plateforme débarque, Kick.com. Un clone de Twitch, mais sans les règles, sans les pubs et avec une répartition des revenus totalement différente. Là où Twitch garde 50% des revenus d'un sub, Kick seulement 5%. Et il laisse les streamers diffuser ce qu'ils veulent, même du casino en crypto. Résultat, un exode massif se fait. XQC signe pour 100 millions de dollars. Amourant suit. Adin Ross, Karina Kopf et d'autres annoncent leur départ les uns après les autres. Kick, financé par Stake, qui est un casino de crypto, pour ceux qui connaissent, joue une autre partie. Ils s'en foutent d'être rentables. Ils veulent capter les créateurs, casser la barrière psychologique et surtout, ils appuient là où ça fait mal. Le partage de valeur. Twitch essaye de réagir, il change les conditions de sub, il propose un meilleur split aux streamers premium, mais beaucoup trouvent ça trop tard et trop flou. Pour la première fois depuis sa création, Twitch devient fragile. Pas sur la techno, pas sur le trafic, mais sur la relation avec ses créateurs. Et c'est là leur ressource la plus précieuse. Quand tu es une plateforme de contenu, tu as deux clients, les viewers, les créateurs. Si tu trahis les seconds, les premiers suivent. Et Twitch l'a appris à ses dépens. Ok,
On a parlé du business, des dramas, des stars, mais derrière tout ça, il y a une machine technique de malade mental. Parce que faire tourner des millions de lives en simultané, en HD, en temps réel, c'est pas juste du HTML avec un petit back-end en Node. À l'origine, Justin TV tournait avec du Python pour la logique métier et du C pour le traitement vidéo. Mais rapidement, ils comprennent que ça va pas tenir. En quelques années, ils migrent une grande partie de l'architecture vers Go pour gérer le temps réel et les volumes massifs d'utilisateurs. Le secret, c'est que Twitch ne balance pas un seul flux vidéo. Chaque stream est découpé en plusieurs formats de qualité en live et redistribué via un système de CDN. En gros, le streamer envoie son flux brut, Twitch le compresse. Il est encodé en plusieurs versions, 1080, 720, 480p. Ces flux sont envoyés via AWS CloudFront et d'autres serveurs dédiés. Le chat est géré à part via des WebSockets hyper optimisés. Quand il y a un gros event, genre un The Event ou une finale de Major de CS, Twitch gère des pics de plusieurs millions de viewers en simultané. Et sans crash. En 2018, pendant le stream Ninja Feed Drake, les serveurs y frôlent la surchauffe. Twitch absorbe plus de 635 000 viewers en live, en simultané, sans lag. Grâce à du scaling dynamique sur AWS, le flux est redispatché dans le monde entier. Ils utilisent une stack ultra modulaire. Go pour les services critiques, Python pour la logique métier, Redis pour les chats, Kafka pour les logs, et des scripts internes pour monitorer en temps réel. Le gros challenge du stream live, c'est pas juste la vidéo, c'est la latence. Le retard entre ce que dit le streamer et le moment où tu l'entends. Twitch a été longtemps entre 7 et 15 secondes. Aujourd'hui, ils sont descendus entre 2 et 3 secondes, grâce au low latency mode qu'ils appellent. C'est ce qui permet aux viewers de spammer au bon moment et aux streamers de répondre quasi en direct. Et le chat, c'est un monstre technologique. Ils gèrent des centaines de milliers de messages par seconde. Chaque message peut déclencher une émote, une modération, un son, une alerte. Leur système repose sur un IRC modifié ultra custom, plus un moteur d'événements côté client. Pour l'histoire, il y a des devs qui ont essayé de recréer le chat Twitch chez eux et qui ont cramé 2000 € de bande passante en 2 jours, juste pour 50 utilisateurs. C'est simple, faire un clone de Twitch à l'échelle, c'est un projet à plusieurs millions. Rien que la facture AWS, elle fait mal aux fesses. Aujourd'hui, Twitch côté tech, c'est plus de 30 000 serveurs dédiés, 50 pétaoctets de stockage vidéo. 8 millions de streamers actifs par mois, 70% de la plateforme codée en Go. Temps moyen de visionnage par user, 1h46 par jour. Twitch, c'est un produit tech tellement bien pensé que même s'il y a 1000 problèmes côté business, il plantera jamais. Et c'est pour ça que malgré tout, il tient. Twitch, c'est pas juste un site de gaming. C'est pas juste des mecs qui jouent à Fortnite en criant dans un micro. C'est un laboratoire vivant. Une plateforme qui a réussi à faire ce que très peu ont su faire. Devenir un écosystème. Et dire que tout a commencé avec un mec avec une webcam, une idée bizarre, un peu inutile, presque gênante. Et pourtant, à force d'itération, de pivots, de bugs et de feedback, les fondateurs ont réussi à créer un produit auquel les gens tiennent. Vraiment. Justin Kan voulait streamer sa vie, mais le marché voulait streamer la sienne. Et ça, c'est la vraie leçon. Écoute le bruit, mais analyse le signal. Le vrai produit est parfois là où tu ne l'attends pas. Côté business, Twitch n'est pas rentable. Et pourtant, il continue de tourner, soutenu par Amazon. Pourquoi ? Parce qu'il offre un point d'ancrage dans toute la culture Internet. Il ne vend pas du contenu, il vend de l'attention, de la fidélité, du lien. Et dans un monde saturé de scroll passif, Twitch vend de la présence. Côté produit, Twitch a su tenir parce qu'il a été pensé comme un outil tech dès le départ. Des langages bien choisis, des serveurs bien répartis, un scaling intelligent. Quand tu builds un projet, tu peux tricher sur le design, tu peux bricoler le marketing. Mais sur la techno, tu payes toujours l'addition. Et Twitch, eux, ils ont payé en avance. Le vrai pouvoir de cette plateforme, c'est pas ses serveurs, c'est sa culture, sa communauté, sa capacité à créer des codes, des rituels, des rendez-vous. Tu peux copier la plateforme, tu peux faire un meilleur split, tu peux streamer en 4K, mais tu peux pas forcer une vibe. Et c'est là où les builders doivent être attentifs. On ne crée pas une audience, on crée un endroit où l'audience peut se créer elle-même. Et aujourd'hui, Twitch, c'est des streamers ultra exposés, une concurrence agressive, un business model contesté, mais une place unique dans le paysage digital. La plateforme, elle est en transition. Elle cherche un nouveau souffle. Elle a toujours une arme secrète, l'obsession du direct et une communauté qui la fait grandir. Twitch est peut-être en crise, mais c'est aussi un monument de créativité, de chaos organisé et de persévérance technique. C'est un rappel qu'une idée toute con peut devenir une révolution. Si elle est portée par des gens qui savent builder, écouter et pivoter, ça devrait faire le taf. Moi, c'est Tristan et je suis un mec qui aime builder vite, tester fort, shipper des idées et surtout apprendre de ce genre d'histoire. Si t'es un entrepreneur, maker ou juste curieux de comprendre comment un projet explose ou s'effondre, abonne-toi parce que je prépare plein d'autres vidéos comme ça. Et si t'es encore là et que tu as vu la vidéo en entier, n'hésite pas à commenter, liker et à t'abonner, ça m'aide vraiment beaucoup pour tout le travail que j'ai fait sur cette vidéo. Merci à toi de m'avoir écouté et à très vite pour la prochaine vidéo.